Voilà, donc il est 17 h. Bonjour à tous, bienvenue sur le stand du Labo 24 où nous allons vous animer avec Dina Chabani un débat sur la retraite. Les jeunes, qu'est-ce qu'ils ont comme vision de la retraite? Nous avons sur ce plateau un apprenti pour en parler, Vincent Michel, qui est un apprenti ébéniste. Bonjour. Bonjour. Monsieur Yves-Marie Ostetler, également, qui est le sous-directeur des retraites populaires et représentant de la Suisse romande pour l'ASIP. Bonjour. Bonjour. Et Madame Christiane Jacquet-Berger, qui est une députée popiste, coprésidente du Conseil des aînés et présidente de l'Avivo. Bonjour Madame. Bonjour. Bonjour, très volontiers. Je vous dis bonjour, président de l'Avivo Suisse. Voilà. Et bonjour Dina. Bonjour, moi c'est Dina, j'ai 17 ans. Et on va commencer par la première question à Monsieur Ostetler. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en bref le système de l'AVS en Suisse? Oui, volontiers. En fait, je vais parler plutôt de prévoyance vieillesse. Vous savez qu'en Suisse, la prévoyance vieillesse repose sur 3 piliers. Le premier pilier qui est l'AVS, l'assurance vieillesse et survivants. Le deuxième pilier qui est la prévoyance professionnelle, qui est réalisée au travers des caisses de pension. Et le troisième pilier qui est la prévoyance individuelle, c'est-à-dire ce que vous et moi mettons de côté pour nos vieux jours. Je vous donne maintenant peut-être quelques informations complémentaires par rapport à ces 3 piliers. L'AVS est une assurance obligatoire pour toute personne qui réside ou travaille en Suisse. Elle est là pour couvrir finalement un sorte de minimum vital pour la retraite. Si, au moins. On verra tout à l'heure avec les chiffres, vous avez raison. Et dans ce cadre-là, la rente minimale est de 1 175 francs par mois et la rente maximale est louée de 2 350 francs. 48. Cette rente maximale, elle est atteinte si vous avez un revenu moyen déterminant de 84 600 francs. Et ça, à ce niveau-là, la rente AVS représente à peu près un tiers de votre ancien revenu. L'AVS, elle est financée par répartition avec des cotisations de l'employeur et des salariés, mais aussi des contributions de la Confédération qui passent notamment par des impôts. Et ce système en répartition implique que toutes les recettes de l'AVS d'une année sont affectées aux dépenses de cette assurance la même année. Alors, depuis le début de l'AVS, en 1948 jusqu'à 2014, l'AVS était bénéficiaire. Et maintenant, depuis cette année, respectivement la fin de l'année passée, il y a un déficit de financement aussi au sein de l'AVS. Donc ça, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. La prévoyance professionnelle, elle est obligatoire pour les salariés qui réalisent un certain revenu. Il faut réaliser au moins 21 150 francs par année pour être assuré dans la prévoyance professionnelle. Et là, les prestations de la prévoyance professionnelle viennent compléter les prestations de l'AVS afin de pouvoir maintenir de manière appropriée son ancien niveau de vie. Cela signifie que premier pilier et deuxième pilier représentent à peu près 60% du dernier revenu au moment du départ à la retraite. La prévoyance professionnelle, elle, est financée que par des cotisations paritaires des employeurs et des salariés et selon un principe de capitalisation, c'est-à-dire que les cotisations que vous allez payer, les caisses de pension vont les gérer jusqu'à votre retraite et elles serviront à financer vos propres prestations. Et enfin, le fameux troisième pilier, l'État encourage la constitution d'un troisième pilier sous forme d'assurance ou d'épargne. Et là, il y a une déduction fiscale qui peut être faite valoir chaque année du revenu imposable pour créer une assurance pour les vieux jours. Actuellement, à peu près 2 tiers de la population active verse plus ou moins régulièrement quelque chose sur un troisième pilier A de ce type. Tu penses un peu quoi du système de retraite actuel? Alors, moi, j'ai pas encore une très grande connaissance du sujet, mais c'est un sujet qu'on voit au cours professionnel, en apprentissage, en 3e année. On le voit aussi sur notre feuille de salaire, ce qui est une déduction sur notre revenu. Et alors, pour moi, ce que j'en pense, si je peux déjà approfondir, aller un peu plus loin encore dans le sujet, on voit que l'AVS a été créé en 1948 justement, et il a été adapté à cette époque. Et puis on voit que de nos jours, les gens vieillissent et ont moins d'enfants. Du coup, ça pose un problème par rapport au système en fait. Alors, si je peux ajouter mon grain de sel,
Je dois dire que si, depuis 1975, en effet, les rentes de l'AVS ont été totalement endiguées à partir du moment où on a créé le deuxième pilier. Les rentes AVS n'ont pas bougé depuis ce moment-là. Donc, effectivement, on se trouve avec des rentes AVS qui, contrairement à la Constitution fédérale, ne couvrent pas les besoins vitaux. Les personnes qui ne vivent qu'avec ces rentes de 1175 francs, par exemple, ou 2370 francs par mois, ne peuvent pas vivre avec ça et doivent avoir recours à des prestations complémentaires qui leur permettent juste de subsister. Tout à fait. Donc, l'AVS, au fond, c'est une volonté politique qui a été de mettre en priorité le deuxième pilier à partir de 1975. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier que l'AVS, au moment où ça a été créé, c'était un véritable pacte social sur l'ensemble de la population. Et il y a quelque chose qui, à mes yeux, est remarquable, c'est la solidarité qui est voulue, comme l'expliquait M. Ostetter tout à l'heure, les rentes d'une année, les cotisations d'une année payent les rentes de l'année suivante. Ça, il n'y a pas de capitalisation comme pour le deuxième pilier, on accumule des milliards. En revanche, cette innovation de l'AVS, ça a été un véritable pacte social et je pense que c'est la plus grande création qu'on a eue au niveau social en Suisse au siècle passé. Peut-être juste pour apporter un complément à ce qu'a dit Mme Jacquet, l'AVS a été développé effectivement de 48 en 75. Là, on a fortement développé le premier pilier puisqu'il n'y avait pas encore de deuxième pilier obligatoire. Les caisses de pension existaient déjà depuis longtemps, bien avant l'AVS. Et depuis 75, on n'a plus développé les prestations à l'AVS. On a indexé les prestations. On a indexé le montant des rentes. Oui. Donc, ça a quand même évolué. Mais les rentes d'aujourd'hui sont quand même plus tout à fait les mêmes que celles de 75, ni même de celles de 48, parce que la rente de 48, c'était 10 francs par mois. Oui, 10 à 40 francs, oui. Oui. Mais ça a été une adaptation. Il y a une adaptation, effectivement. Il me semble que cette année, l'adaptation était de 10 francs par mois. Donc, c'est vraiment absolument calculé selon un taux complexe du coût de la vie. Ces adaptations sont minimes, mais au fond, la rente elle-même, elle n'a pas été augmentée depuis 75. Alors, comme Vincent l'a dit avant, la population vieillit et font de moins en moins d'enfants. Donc, est-ce que nous, à notre tour, on aura quelqu'un qui payera pour nous quand on sera à la retraite? Monsieur. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'AVS a ce principe de répartition qui fait que ceux qui payent aujourd'hui payent pour ceux qui bénéficient aujourd'hui. Donc, le rapport démographique est très, très important. Et lorsque l'AVS a été créé, à l'époque, le rapport démographique, c'était 100 personnes actives pour 15 bénéficiaires de rente. Ça a évolué. On a parlé après de 100 personnes actives pour 25 bénéficiaires de rente. Ça, c'est le taux qu'on connaît actuellement. Et d'ici quelques années, on parlera de 100 personnes actives pour 50 bénéficiaires de rente. Donc, on voit qu'il y a de moins en moins d'actifs pour financer les prestations. En même temps, on a aussi étendu le financement. Mais cette problématique existe. Elle est d'autant plus significative aujourd'hui qu'il y a quand même 4 facteurs importants qui jouent un rôle. Vous en avez mentionné déjà un. D'abord, la longévité. On vit de plus en plus longtemps. Chaque année, il y a plus de rentiers, de nouveaux rentiers que de personnes qui décèdent et qui touchent des prestations de l'AVS. Le deuxième élément, c'est la fameuse génération baby-boom qui arrive à la retraite, déjà maintenant, jusqu'en 2038. Ça fait quand même passablement de personnes qui vont partir à la retraite d'ici là. On a même jusqu'une augmentation de 300 000 rentiers par année. Et parallèlement à ça, il y a un recul de la natalité, donc il y a moins de population active future, et il y a aussi un effet de migration qu'on peut peut-être moins bien mesurer. Donc tous ces facteurs-là font que le financement de l'AVS aujourd'hui pose problème, et surtout posera problème d'ici 2030, où on envisage des pertes au sein de l'AVS qui dépasseront les 8 milliards. On peut ajouter que l'augmentation du temps de la vie, heureux d'ailleurs, touche aussi le deuxième pilier qui est lui-même aussi concerné. Il n'y a pas que l'AVS qui subit ça.
et faire remarquer que depuis la création de l'AVS, on l'a dit dès le départ, ça ne va jamais fonctionner précisément à cause de la longévité ou à cause du nombre de retraités. On s'aperçoit que l'AVS a toujours, grâce à ces systèmes de répartition et grâce à la productivité du travail, qui est très essentielle, est parvenu à tourner jusqu'à un petit problème en 2014, mais qui était comblé par les réserves bienheureuses qui existent au fonds AVS. Ce n'est pas les réserves qui ont comblé ce trou, c'est la performance du fonds AVS, du fonds de compensation. Oui, la performance du fonds AVS, mais c'est dans le fonds AVS qu'on a puisé ça. C'est-à-dire que 2014 a été une excellente année boursière. Le fonds de compensation a créé une performance de 2 milliards qui a permis de combler ce trou. Absolument. Mais est-ce que 2015 sera aussi une excellente année boursière? C'est une autre question. Et pour le deuxième pilier, on n'en sait rien non plus. Hein. Alors, vous avez parfaitement raison. Le deuxième pilier est également d'abord un sujet au rapport démographique, puisque les prestations sont allouées sur 20 ans et on ne sait pas combien de temps les personnes vont vivre. Et on voit quand même que la longévité s'accroît au fil des années. Au début de l'AVS, c'était 14 ans, l'espérance de vie à 65 ans. Aujourd'hui, on est plus de 20 ans. Donc on voit qu'il y a quand même une forte évolution. Et le facteur économique, c'est-à-dire tout le rendement fait par les capitaux, est aussi un rôle important. C'est pour ça qu'il faut prendre des mesures aujourd'hui. Quand on sait que l'espérance de vie en Suisse est en moyenne de 85 ans et que l'âge de la retraite est à 65 ans, pensez-vous que 20 ans de vie passive, c'est trop? Passive? Enfin, de vie de retraité. Vous êtes sûr que c'est une vie passive? Peut-être exprimez-vous en premier sur le sujet, Madame Christiane Jacquet-Berger. Je peux vous dire que comme présidente d'association de retraités, je n'ai vraiment pas le sentiment que ces retraités sont passifs. Au contraire, je les vois super actifs, en tout cas tant qu'ils sont en bonne santé. Et Dieu merci, la santé est toujours meilleure en vieillissant. Et je peux vous dire que le nombre de bénévoles, le nombre de personnes qui s'engagent à partir du moment où ils prennent leur retraite, je ne sais pas comment fonctionnerait notre société s'il n'y avait pas tous ces vieux qui s'occupent de leurs proches, qui s'occupent de leurs petits-enfants, qui s'occupent parfois même de leurs parents, parce que quand on arrive à 65 ans, on a encore des parents en vie, souvent, Dieu merci. Vous savez que les grands-mères contribuent énormément à ça. Le professeur Höpflinger, qui est un spécialiste du vieillissement, a fait une enquête et montre que grâce au travail de garde des petits-enfants, la société économise 2 milliards par année. Et ça, moi, j'appelle pas ça une vie passive, vous pouvez bien le comprendre. Et toi, Vincent, t'en penses quoi? Les gens donc vivent plus longtemps. Après, je sais pas si il faudrait repousser l'âge de la retraite. Ça sera à voir, parce que effectivement, ce temps après le travail, sitôt qu'on est à la retraite, c'est une période où on coûte à ceux qui travaillent. Vous croyez pas que les vieux ne payent pas d'impôts? Non, les vieux... Puis il ne faut pas marcher l'économie, vous croyez? Si. Allez voir un peu ceux qui voyagent, un peu ceux qui achètent, ceux qui sont ici. Moi, j'ai vu passer beaucoup de cheveux blancs ici. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Non, tout à fait. Je ne sais pas, les vieux, ils sont essentiels pour faire tourner l'économie aussi. Et puis, quand ils sont un peu péclotants, ils ont besoin de soins, ça crée des emplois. On oublie souvent, ces gens qui ont des emplois, ils payent aussi des impôts. Oui. Et Yves-Mario Stettler? Je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Je ne crois pas qu'on peut parler de vie passive. Je pense que les retraités ont une vie active. D'ailleurs, ce n'est pas parce qu'on a 64 ou 65 ans qu'on part à la retraite et qu'on cesse toute activité. D'ailleurs, l'âge de départ à la retraite en Suisse, il est inférieur à ces chiffres. Pour les hommes, c'est un peu plus de 64 ans. Pour les femmes, c'est un peu moins de 63 ans. Donc on voit qu'on les employeurs qui oublient souvent qu'on peut travailler jusqu'à 65 ans. Hein. Oui, mais c'est pas interdit ni de travailler au-delà. Il y a des possibilités de flexibilisation. Mais il y a quand même beaucoup de gens au chômage avant la retraite. C'est vrai. Mais ce fait d'évolution démographique va générer aussi, vous avez dit, des nouveaux emplois, mais aussi un besoin de main-d'œuvre. Et peut-être que la société devra s'adapter à ça. Par contre, ce qu'on peut relever, c'est que l'âge de la retraite, il a été fixé en 48 à 65 ans, il n'a pas changé. La durée de cotisation... Sauf pour les femmes.
Vous avez raison, c'était 65 ans en 48, on l'a baissé à 62 et on est en train de le remonter à 65. Mais depuis 48, on cotise la même durée, plus ou moins 40 ans, on part à la retraite au même âge, et par la suite, on touche plus longtemps les prestations. Donc on peut quand même relever que cette évolution fait que les prestations aujourd'hui sont meilleures qu'à l'époque. C'est vrai que le coût de l'AVS, d'ailleurs, il a quasiment pas modifié par rapport au PIB. Il correspond à 6 à 7% d'une manière pérenne tout le long de... Ça montre la qualité du système de l'AVS, d'ailleurs. J'aurais juste voulu rajouter aussi quelque chose. Le fait de peut-être prolonger jusqu'à devenir plus âgé avant d'être à la retraite, on voit déjà qu'à partir de 50 ans aujourd'hui, c'est difficile parfois de retrouver une place si on doit changer. Oui. Et puis ça, beaucoup de gens peuvent le constater dans leur vie. Alors je me demande si on prolonge l'âge de la retraite, si ça ne sera pas encore plus difficile. Oui. Je crois que Vincent pose un vrai problème que nous voyons très bien dans nos associations de retraités. C'est les gens qui ont été mis à la retraite à partir de 57, 58, pas à la retraite, qui ont été renvoyés à partir de 57 ans par là, qui ne retrouvent pas ou qui mettent un temps considérable pour retrouver un emploi. Nos entreprises n'ont pas encore compris qu'il fallait faire des plans pour pouvoir garder les retraités, enfin les futurs retraités, bénéficier de leurs expériences sûrement, faire en sorte que cette retraite à 65 ans soit véritablement possible à ce moment-là, parce que si vous êtes renvoyé plus tôt et que vous ne trouvez pas de travail, votre retraite va s'en ressentir fortement. Peut-être juste pour compléter, vous avez raison. Si on augmente l'âge de la retraite, ce que font nos pays voisins oui. Jusqu'à 67 voire 68 ans, il faut aussi offrir la possibilité de travailler jusqu'à cet âge-là. En comparaison européenne, on remarque quand même que la Suisse a l'âge le plus élevé de départ effectif à la retraite. Et nos amis français, par exemple, partent à la retraite avant 60 ans en âge effectif. Donc, ils ont un autre problème. Eux, ils doivent vraiment maintenant combler passablement d'années encore. Oui, c'est vrai. Mais ça reste c'est un problème de société auquel on n'est peut-être pas suffisamment attentif. C'est-à-dire que dans une entreprise, il faut probablement imaginer que les gens qu'on engage vont rester longtemps. Et on a plutôt le sentiment maintenant qu'on va sauter d'un emploi à un autre avec grande facilité, ce qui souvent pose problème après au moment de toucher sa rente, qui est vraiment minimisée parfois. Et bien justement, monsieur, vous comptez travailler jusqu'à quel âge, vous ? C'est une bonne question. C'est parfois difficile de se projeter déjà à 5 ans. Alors, à 65 ans, ça fait vraiment encore assez loin pour moi. Ça dépendra... Moi, je ne fais pas partie de la génération baby-boom. Donc, ça dépendra beaucoup de ce qui va se passer ces 25 prochaines années, de comment la société va évoluer, de quels vont être les aménagements pour justement maintenir les personnes au travail, flexibiliser tous ces éléments liés aussi à l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Je pense qu'on est en train maintenant de vivre quand même un changement au niveau sociétal à ce niveau-là, avec l'accueil aussi des futures générations, les fameuses générations X, Y, Z, qui vont aussi avoir d'autres attentes du milieu du travail. Donc je pense que c'est trop tôt encore pour savoir jusqu'à quel âge je vais travailler. Ça, vous avez... Je pense que les gens qui partent à la retraite, parfois, surtout je pense quand on a un poste à responsabilité comme vous sans doute, se disent qu'au moment de la retraite, ils sont inquiets de savoir comment ils vont s'occuper. Je vois ça souvent, une certaine angoisse au moment de parler de la retraite. Pour certains, ça doit passer pour les jeunes gens qui sont autour de nous quelque chose de complètement étranger, quoi. Tout à fait. J'imagine que... Je me souviens d'ailleurs que quand j'avais votre âge, je pensais absolument pas à la retraite. Je voyais bien mes grands-parents. J'étais contente de les voir en bonne forme. J'avais la chance d'avoir des grands-parents. Mais je ne me posais pas la question de la façon dont ils tournaient à la fin du mois, parce qu'il me semblait qu'il n'y avait pas de souci. Donc moi, je me suis absolument inquiétée de ma retraite, que peut-être, je sais pas, 4 ans avant de la prendre.
Et une question peut-être banale, mais est-ce qu'il y a des avantages ou des désavantages de prendre sa retraite à l'étranger, par exemple, Monsieur Stetler? Alors, certainement, là je pense que la situation elle dépend fortement de la personne qui est concernée. L'AVS verse à peu près un tiers de ses rentes à l'étranger. Donc sur 2,2 millions de bénéficiaires de rentes de vieillesse, il y en a un tiers qui sont versés à l'étranger. C'est souvent des personnes qui rentrent dans leur pays de natal ou des personnes qui font ce choix de partir à l'étranger, parfois aussi par nécessité économique. Un des avantages, si vous partez dans un pays qui a un niveau de vie moins élevé que la Suisse, vous améliorez votre pouvoir d'achat. Ça permet peut-être de vivre mieux à l'étranger que ce que ça vous permet de vivre en Suisse. Après, il y a aussi d'autres paramètres qu'il faut tenir compte. Le niveau de sécurité à l'étranger n'est pas le même et les soins non plus qu'en Suisse. Donc, je pense que c'est vraiment un examen qui doit... Les accords entre pays non plus ne sont pas toujours très favorables non plus. Hein. Alors, à ma connaissance, sur l'AVS, il n'y a pas d'imposition suisse sur les prestations versées à l'étranger. Mais au niveau des retraites, oui. Au niveau des retraites. Alors, il y a la question de dire est-ce que je pars avant et je prends ma retraite à l'étranger ou je deviens bénéficiaire ici et je déménage à l'étranger. Vous avez raison. C'est complexe. Tu serais prêt par exemple de quitter la Suisse pour prendre ta retraite à l'étranger ou ça serait peut-être plus avantageux pour toi? Alors ça serait peut-être plus avantageux, mais alors je n'y ai pas encore songé, on va dire. Heureusement. Est-ce que la retraite te préoccupe ou pas du tout? Pour l'instant, pas trop. Alors, c'est en plein dans l'actualité actuellement, mais pour l'instant, je ne m'y préoccupe pas trop. Comme je suis en tout début d'apprentissage, c'est pas encore trop dans mes préoccupations. Pas de souci, oui. Ça viendra. Monsieur, est-ce que le système d'AVS actuel suffit pour vivre? Alors, je ne vais peut-être pas me contenter de l'AVS, mais j'ai dit tout à l'heure 33% du dernier revenu, c'est quand même pas suffisant. Mais c'est pour ça qu'on a un système de prévoyance vieillesse qui est sur 3 piliers. Avec le deuxième pilier, ça fait 60% du dernier revenu. On a en Suisse un taux de remplacement du dernier salaire par des prestations d'assurance sociale qui est peut-être pas le plus élevé d'Europe, ça certainement pas. Par contre, on a un excellent système qui fonctionne bien, qui a fait ses preuves. Ça fait maintenant déjà plus de 30 ans qu'on a la prévoyance professionnelle et l'AVS déjà plus de 60 ans. Donc il y a ici quelque part un système qui a fait ses preuves, qui fonctionne bien, qu'il faut évidemment réformer pour le préparer aux défis qui l'attendent en matière démographique notamment et financier pour l'avenir. Mais il n'y a pas besoin de le réformer totalement ou voire de le révolutionner. Donc à ce niveau-là, je pense qu'on peut être quand même content de notre système, qui est d'ailleurs envié aussi, et qui est souvent cité en exemple aussi parmi nos pays voisins. Alors, par rapport à la réforme qui est effectivement d'actualité maintenant, je pense que c'est nécessaire de la prendre aujourd'hui, de prendre les bonnes décisions aujourd'hui pour qu'elle puisse être pérenne et qu'on puisse garantir non seulement le niveau des prestations qu'on a acquis jusqu'à ce jour, mais également l'équilibre du financement d'ici 2030. Mais pour l'instant, on est en train de faire de l'AVS la roue de secours du deuxième pilier. Et le Conseil des États a décidé d'augmenter de 70 francs par mois. C'est vraiment d'une générosité accablante. Les rentes pour les nouvelles rentes, dont les vieux comme moi n'auront pas un sou de plus. Hein. Voilà, on a fait le tour, en tout cas Dina et moi. Est-ce que le public aurait une ou plusieurs questions à poser à nos trois intervenants? J'aurais une question pour Vincent quand même. Alors on voit bien, tu as les pieds sur terre, tu es bien informé, tu n'es pas quelqu'un qui rêve à une société totalement différente, etc. Mais néanmoins, si tu te projettes comme ça dans l'avenir, est-ce que tu imagines le futur un petit peu comme aujourd'hui, ou est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un système un petit peu différent on parlait de flexibilité tout à l'heure, mais carrément faire exploser le cadre et puis imaginer un système où on pourrait arrêter de travailler pendant quelques années, partir à l'étranger, revenir à 50 ans, continuer sa carrière. Est-ce qu'il ne faudrait pas imaginer des choses complètement différentes, ou est-ce qu'on est maintenant dans un trend dont on ne va pas pouvoir sortir? Alors je pense que du changement il y aura, parce que à mon avis,
on ne pourra pas à long terme continuer comme c'est maintenant parce que, à mon avis, ça va continuer à chuter. Qu'est-ce qui va chuter? L'AVS, du coup, étant donné qu'il n'y a plus assez de jeunes qui vont cotiser, il y aura plus de personnes âgées. Du coup, le fonctionnement de l'AVS ne joue plus comme il a été créé à l'origine. Du coup, à mon avis, plus on va avancer dans les années... Vous n'avez pas envie de faire beaucoup d'enfants, vous? Oui, en plus, avant, les familles avaient beaucoup plus d'enfants que maintenant. Alors, je pense qu'il va falloir changer. Alors, peut-être pas tout, mais modifier. J'aurais aussi... Ah, vous vouliez Peut-être juste rebondir. rajouter, vous avez parlé de flexibilité. Alors, c'est vrai que ce qu'on se constate aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus d'activités à temps partiel. Ça, c'est quelque chose qui est en forte augmentation et il faut en tenir compte. Par rapport à la carrière professionnelle classique où avant on entrait, on faisait son apprentissage, on faisait toute sa carrière chez le même employeur, ça c'est révolu. Mais je crois que le système aujourd'hui permet déjà de tenir compte de ces éléments-là. Dans la prévoyance professionnelle, si vous avez des lacunes, vous pouvez les combler par la suite. Donc vous pouvez faire des pauses sans problème. Dans l'AVS, c'est un peu plus compliqué parce que là, effectivement, vous pouvez compenser par des années de jeunesse ou des années de bonification pour tâches éducatives. Par contre, si vous ne maintenez pas la couverture pendant toute votre carrière, là, effectivement, la rente, elle est calculée sur d'autres bases. Mais on a déjà cette flexibilité-là qui pourrait réagir aussi par rapport à ce qu'a dit par rapport à l'AVS. Je crois que l'AVS et le deuxième pilier, respectivement, ces trois piliers fonctionnent bien aujourd'hui. Ils répondent aux besoins d'aujourd'hui. Par contre, est-ce qu'ils répondront aux besoins de demain d'une société qui est un peu plus vieillissante et qui a besoin de nouvelles sources de financement, et notamment pas à 65 ans, parce qu'à 65 ans, les retraités, en principe, ne sont pas pauvres. Il y a un taux de prestations complémentaires est à 12%. 300 000 personnes qui ne peuvent vivre que grâce aux prestations complémentaires. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Il y a 12% à 65 ans. Ce taux augmente très fortement à 75, à 80 ans, où il y a d'autres besoins, notamment des besoins financiers, pour financer justement Donc c'est là où il faudra trouver une autre solution. C'est là le véritable défi. Oui, une question à Madame Jacquet-Berger. Vous avez parlé de ces retraités très actifs sur lesquels la société se repose confortablement pour garder les enfants, pour accompagner ils en sont heureux, les retraités. Hein, oui, aussi. bien sûr. Mais tout ça, c'est du travail qui est non rémunéré. On est bien d'accord. Donc, il a utilisé l'adjectif passif. Je pense que c'est pas ce qu'Emilien voulait dire. Oui. Il voulait parler plutôt de travail non rémunéré, enfin d'activité non rémunérée. Est-ce que finalement, indirectement, c'est l'AVS, c'est le deuxième pilier, le troisième pilier qui finance toutes ces activités? Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer aussi d'une certaine façon de reconnaître et de soutenir financièrement le travail des proches aidants? Alors, le travail des proches aidants, sans aucun doute, c'est un gros défi aussi. On pourrait imaginer qu'ils soient mieux traités ou qu'ils soient récompensés d'une manière ou d'une autre. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand on paye tout au long de son activité une part pour sa retraite, en fait, on paye un salaire différé. Et ce salaire, on le reçoit quand on est à la retraite. Donc, au fond, on bénéficie de ce qu'on a engrangé dans les années d'avant ou ce qu'on a payé pour les années d'avant. Et ce salaire différé, c'est ce que la société donne pour compenser ce travail bénévole des retraités. On peut le considérer aussi comme ça. Et je pense que la majorité des retraités le considèrent comme ça et ne souhaitent pas vraiment être payés autrement. Okay. En revanche, pour les proches aidants, c'est très différent parce que ça peut concerner des gens de tous les âges. C'est accablant au point que certains proches aidants tombent plus malades que les personnes dont ils s'occupent, tellement ils sont épuisés. Ça, c'est donc un autre sujet. Oui, c'est un petit peu un autre sujet. Encore une dernière question. Je ne sais pas, je ne veux pas monopoliser, monsieur, dame. Ah, je vous passe le micro. Ça passe là. Écoutez, j'aurais beaucoup de questions. Je vais donc essayer de cibler sur une question qui me turlupine. On le voit dans ce débat, on se fixe sur le financement de l'ABS. Moi, la question que je voudrais vous poser, comment peut-on
limiter les charges des personnes qui sont à l'AVS. Parce que le problème, il est là. Quand vous avez des charges fixes énormes, votre rente de quelques centaines de francs par mois, elle ne va pas suffire dans tous les cas. Alors arrêtons de se fixer toujours sur le financement de l'AVS avec des solutions boiteuses comme celle consistant à dire il faut augmenter l'âge du travail, alors que les mêmes qui disent ça savent très bien qu'on n'engage plus des cadres à partir de 55 ans parce qu'ils sont trop chers. Alors, quelles mesures ont-elles été envisagées pour faire en sorte qu'en Suisse, les charges fixes, alors on peut les trouver dans certains domaines, la charge locative, Swisscom qui est à côté de chez nous, pourquoi jamais personne, notamment en politique, n'intervient sur ce plan-là? Il y a des petites interventions modestes, hein. C'est l'abonnement au CFF qui est un peu meilleur marché pour les gens qui sont à l'AVS. Mais tout ça, c'est des gouttes d'eau dans la mer par rapport au loyer, par exemple. Et là, c'est vrai que ça reste un des gros problèmes qu'on voit chez les personnes âgées. Et même les retraités qui reçoivent des prestations complémentaires, ça sera d'ailleurs discuté le mardi 22 septembre au Conseil national, il y a des prestations complémentaires où la part du loyer dans ces prestations complémentaires est fixée selon les statistiques de 1999. Ça veut dire que les gens qui sont les plus pauvres, les plus modestes dans leur retraite, doivent prendre sur ce qui leur est attribué pour leurs besoins courants pour pouvoir payer leur loyer. Et là, il y a quelque chose effectivement qui dysfonctionne dans notre société, à mon sens. On vit dans une région ici où payer son loyer représente parfois un tiers de son revenu. Et c'est énorme. Et pour des retraités, c'est invivable. Mais ça, c'est un problème qui est difficile à régler puisqu'on nous répond chaque fois, même pour les logements protégés, qu'il s'agit d'un droit privé sur lesquels on ne peut pas intervenir au niveau politique. Et c'est la réponse que j'ai reçue quand j'ai demandé comment on allait pouvoir mieux organiser peut-être les logements protégés pour les personnes âgées. Alors, il y a une solution. L'assurance maladie commence à suivre la piste. La solution, ça serait d'exiler tous les gens qui ont payé l'AVS à l'étranger, où la vie est peut-être meilleur marché, et on fait venir les milliardaires en Suisse, parce qu'eux peuvent se payer les loyers. Mais vous savez qu'en Allemagne, certains EMS ont été construits en Croatie, je crois, ou en Slovaquie, et on y envoie les retraités parce que c'est meilleur marché que de payer des maisons de retraite dans le pays même. J'espère que jamais dans notre pays on en arrivera à une chose pareille. Alors, je disais ça évidemment Uniquement. Pour être assez ironique, mais je pense qu'il y a des pistes qui devraient être suivies, n'est-ce pas? Il y a des gros contribuables comme les banques. Il y a des possibilités qui existent très probablement juridiquement de mettre un frein à l'inflation des loyers en diminuant les profits qui sont réalisés sur la promotion immobilière. Et pourtant, n'en déplaise à madame, je ne suis pas d'extrême gauche. Non, mais ça ne me déplaît pas. Mais vous savez que le taux de référence pour les loyers est maintenant de 1,75. Il faut avoir le courage de demander des baisses de loyer à sa gérance. Et souvent, c'est difficile à faire. Et c'est difficile à oser le faire, surtout. Parce qu'on a peur d'éventuelles représailles. Encore une question à Vincent. Ça m'intéresserait de savoir quel regard tu portes sur les retraités et les seniors actuels, toi et peut-être les jeunes que tu fréquentes. Est-ce que tu considères ces gens comme passifs
C'est le terme qu'a utilisé malheureusement Emilien. Quelle est l'image que tu as des retraités? Est-ce que ce sont pour toi des gens qui coûtent, qui rapportent? Et si oui, de quelle manière? Non, je me suis mal prononcé avant. Non, je pense que toutes les générations sont importantes pour la société. Ah, bravo. Mais alors, par exemple, quand je vois, si je parle des personnes âgées, quand je vois mes grands-parents, on vit plein de choses avec eux, ils nous apportent beaucoup. Comme nous, on peut leur apporter nos connaissances qu'on a. Donc, pour moi, toutes les générations s'apportent mutuellement quelque chose. Toi, il n'y a pas de fossé entre les générations? Je dirais pas qu'il y a un fossé, parce que, alors oui, peut-être, mais ces fossés, justement, peuvent être comblés quand les générations cèdent parmi, justement. Ou se voient, ou se rencontrent. Hein, on s'aperçoit souvent qu'on a des grands spécialistes qui parlent des vieux, qui font des grandes théories sur les vieux, puis quand on leur demande s'ils en rencontrent de temps en temps, on s'aperçoit qu'ils en voient très peu. Pour finir, en m'adressant à la jeunesse, vous avez peut-être compris, je suis un peu non conventionnel. Déjà quand j'étais jeune, j'avais une idée qui m'était chère, je me disais, mais est-ce que ça ne serait pas mieux de prendre sa retraite à 20 ans, pendant 5 à 10 ans, pour faire des tas de choses qu'on ne peut pas faire, et puis ensuite commencer à travailler? Alors la question aux jeunes, est-ce que vous avez des idées de ce genre? Il y en a plein. On sent que Vincent est tenté. Hein. Tel que, avant de commencer mon apprentissage, j'avais pensé à l'aide humanitaire, éventuellement, aller apprendre une autre langue dans un pays, ou perfectionner, bien sûr. Alors, des idées, je pense que chaque jeune en a plein, pour partir pendant une période et puis faire autre chose. Alors après, certains ont déjà commencé leur apprentissage, ils comptent le faire par la suite. D'autres le font avant. Après, il y a les étudiants qui vont finir leurs études, qui vont partir après. Ça dépend de chacun. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une question? Non. Effectivement, je ne voulais pas dire passif dans le sens rien faire, mais dans le sens non rémunéré. Ne culpabilisez pas. Hein. Voilà. Alors, merci beaucoup, Madame Christiane Jacquet-Berger, Monsieur Yves-Marie Ostetler et Vincent. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le plateau du Labo 24. On se retrouve très bientôt sur le stand, justement, au comptoir suisse. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup. Merci.